Bonsoir officiellement à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de votre présence, d'avoir affronté les bouchons, le froid. Je suis très heureux de voir aussi qu'il y a des étudiantes et des étudiants de l'université. Ça me fait vraiment plaisir, c'est sympa d'avoir pris le temps de venir ce soir assister à cette conférence sur les tribunaux coloniaux de la Nouvelle-Calédonie. Merci à Manuel donc, pour l'invitation. Et je vous assure aussi que c'est la seconde fois que j'ai la chance et l'honneur de faire une conférence ici, que je mesure bien l'importance de ce lieu, son importance pour l'histoire du pays et le symbole aussi qu'il représente pour les Calédoniens. Alors le titre de cette conférence est « Au cœur des tribunaux coloniaux ». Il ne doit pas prêter à confusion. Je vais commencer par définir de quoi je vais vous parler. Il ne s'agit pas d'exposer dans le détail l'histoire de la criminalité ou de la délinquance en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale. Pas dans le détail, bien sûr, on va évoquer certaines affaires. Mais si vous voulez des détails, alors là, on risquerait d'aller vers des tableaux, des graphiques, des statistiques. C'est un peu fastidieux. Il y en aura quand même, j'éviterai pas. Mais globalement, on va plutôt partir sur du qualitatif, sur des histoires précises et sur une histoire plutôt culturelle, sociale, en fait, de la justice. Et donc, c'est pas non plus une histoire institutionnelle, même si je vais prendre le temps de vous présenter rapidement, dans un premier point, première partie, comment était structurée la justice à l'époque coloniale en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je précise, la chronologie, c'est la chronologie de l'époque coloniale. Disons que moi, j'ai arrêté les recherches sur 1940, mais je commence 1856, c'est-à-dire la création d'un premier tribunal à Nouméa. Alors de quoi on va parler? On va parler de la Nouvelle-Calédonie coloniale. On va essayer d'ouvrir la porte des tribunaux ordinaires. Les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire les justices de paix, la justice correctionnelle, la cour d'assises, où tout le monde peut être appelé, sans distinction, à comparaître devant la justice. Alors l'idée, donc il y a plusieurs points que je vais aborder ici. L'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, justement, de vous présenter cette justice coloniale, quel est le contexte, comment elle est organisée. Et puis ensuite, ceux qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire le peuple des tribunaux, en fait, que je vous présenterai dans un deuxième temps, les accusés, les victimes, les témoins, qui comparaient devant les tribunaux coloniaux, et qui, d'ailleurs, on le verra, dans une proportion importante, ne parlent pas la langue du colonisateur. C'est un peu le sujet qui m'a intéressé le plus en fait là-dedans, c'est comment on fait pour se comprendre. Alors c'est la troisième partie justement. Comment se comprendre, comment est-ce qu'on peut rendre la justice en situation coloniale quand on le verra, un tiers, 40%, la moitié, les 2/3 des accusés qui passent ou des témoins ne parlent pas ou pas très bien le français. Et puis à l'inverse, c'est la partie suivante, on essaiera aussi de voir par quels moyens les colonisés et les engagés, ils parviennent à utiliser les lois des colonisateurs à leur profit, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas non plus passifs et s'emparent régulièrement de la justice coloniale pour faire valoir leurs droits ou défendre leur point de vue. Et puis je terminerai par un point de vue assez singulier qui évoquera la façon dont l'administration coloniale essaye de rendre la justice aux îles Loyauté dans les années 1880. Là, je vous en parlerai un peu plus en détail pour conclure cette conférence, puisqu'on dispose d'une source qui est assez exceptionnelle, qui sont les archives du résident des Loyautés. Le résident, c'est le représentant de l'administration coloniale dans un territoire un peu éloigné du chef-lieu. Donc, le gouverneur avait nommé un résident aux îles Loyauté. Et ce résident, dans les années 1880, il a laissé une correspondance extrêmement abondante dans laquelle il parle justement du traitement de la justice. Les sources que j'ai utilisées pour cette conférence et d'une manière plus générale pour travailler sur la justice coloniale, il n'y a pas de secret, c'est les sources un peu classiques des historiens, ce sont les archives de la Nouvelle-Calédonie, les archives judiciaires pour les années 1856 à 1940. Ça représente en volume 430 boîtes, puis alors 430 boîtes bien serrées, bien tassées. Il y a vraiment beaucoup de documents à l'intérieur, conservés au service des archives de la Nouvelle-Calédonie, à Nouville. Et j'ai complété ces recherches, vous le verrez au fur et à mesure, par la lecture du bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la correspondance du procureur, par certains comptes rendus du gouvernement de la colonie, on disait le conseil privé, et par la correspondance donc, du résident des Loyautés dont je viens de vous parler. Voilà, et là, vous avez la couverture et la première page du premier registre du tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie qui tient sa première séance en 1859. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, un premier point sur la justice coloniale, le contexte et l'organisation. D'abord, le contexte de la recherche. La Nouvelle-Calédonie, qui est donc un contexte hautement colonial, on peut dire, annexée, conquise par la France à partir de 1853. C'est la colonie, on le sait, la plus éloignée de la métropole, 1000 km de plus
que Papeete, par exemple. Et la carte que vous avez là, elle a été publiée par la revue L'Histoire, une revue grand public, en 2018, à l'occasion du premier référendum sur l'indépendance. Cette carte, je la trouve très bien parce qu'elle permet de prendre la mesure de la singularité de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est une carte de la répartition des territoires en Nouvelle-Calédonie au début du XXe siècle, qui nous montre aussi la répartition des populations, en fait, que la colonisation a entraîné. Donc, je ne vais rien vous apprendre, mais là, c'est vraiment histoire de poser un contexte rapidement, et après, on entrera dans le détail sur la justice. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est d'abord, en rouge, si on suit les couleurs de la légende, qu'il s'agit avant tout d'une colonie pénale. En rouge, les territoires dévolus à l'administration pénitentiaire, le bagne, ouvert en 1864, bien étudié, on le sait, par Louis-José Barbançon, les criminels, les délinquants multirécidivistes, les déportés politiques, ça fait 30 000 individus à peu près au total, dont à peu près 10 000 se sont installés dans la colonie une fois leur peine terminée, et un certain nombre ont obtenu même des concessions foncières, on le sait, dans la région de Bourail ou de la Foa. Et donc, deuxième partie de la légende, ici, la colonisation libre, la Nouvelle-Calédonie, aussi une colonie de peuplement libre, en marron, quelques milliers d'Européens qui viennent s'installer à partir des années 1850. Une colonisation très laborieuse, due à l'éloignement important de la métropole, et évidemment à l'hostilité des populations autochtones, des Kanaks, à cette colonisation. Bien étudié par Joël Dauphiné, par exemple, c'est lui l'expression colonisation laborieuse, ou par Christiane Terrier, qui s'installe soit à Nouméa pour ouvrir des commerces, ou qui développe des stations d'élevage en brousse. Alors, vous me direz, pour l'instant, on n'a rien appris, mais il y a des choses quand même qui sont parfois à mettre un peu en avant. Par exemple, le fait que la Nouvelle-Calédonie, c'est la colonie qui compte le pourcentage d'Européens le plus élevé de tout l'empire colonial français. Il y a plus d'Européens installés en Nouvelle-Calédonie, proportionnellement à la population, qu'en Algérie. En Algérie, c'est jamais plus de 15% d'Européens. En Nouvelle-Calédonie, on monte très rapidement, au début du XXe siècle, à 30, 35, 40% de la population qui est d'origine européenne. Ça, c'est une exception dans l'empire colonial français. Quelque chose qu'on ne trouve pas d'ailleurs écrit ici, on le sait, mais qu'on ne trouve pas vraiment écrit dans les ouvrages qui parlent de la colonisation française d'une manière un peu générale. Tout ça s'est fait au détriment des autochtones. On trouve la couleur en vert ici, les Kanaks, dont la population a baissé à peu près des 2/3 dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ont été réprimés, déplacés, regroupés dans des tribus de manière parfois aléatoire, soumis au code de l'indigénat et contraints de rester dans des réserves délimitées pendant une bonne partie de l'époque coloniale. Donc sur la Grande Terre, ils sont disséminés dans des îlots, qu'on voit, la couleur verte, qui couvrent à peine 10% de la superficie de cette île. On le sait, puis on le voit ici, les loyautés de leur côté ont été peu colonisées du point de vue démographique. C'est parce qu'il n'y a pas de ressources minières. L'histoire de la Calédonie, elle change radicalement à partir des années 1870 et de la découverte des richesses métallifères de la Grande Terre. Là, on a des entreprises qui s'installent pour les exploiter, avec un besoin de main-d'œuvre bon marché, et en plus des engagés Kanaks, eh bien, il y a les coulisses, les travailleurs engagés sous contrat venus d'Inde, du Japon, du Vietnam, de Java, des archipels océaniens voisins, et qui vont représenter environ 5% de la population de la Nouvelle-Calédonie au début du XXe siècle. Alors on voit donc au total, la Nouvelle-Calédonie, elle cumule les statuts de colonie pénale, colonie de peuplement, d'exploitation industrielle, agricole, de colonie la plus européanisée de l'empire colonial français, et puis aussi d'une société de haute surveillance, dans laquelle 85% de la population, si on fait le total, des forçats, des libérés, des autochtones, des engagés, 85% de la population est soumise à un régime juridique d'exception. Alors là, 85%, l'exception devient la norme en quelque sorte. Et en fait, on a un maillage judiciaire, c'est-à-dire des tribunaux, qui résultent de cette situation d'une société de haute surveillance, un maillage judiciaire qui est très resserré pour une colonie. Il y a beaucoup de tribunaux, on va le voir. Proportionnellement à la population, il y a 2,5 fois plus de tribunaux en Nouvelle-Calédonie qu'en France. Voici la diapositive préférée de Manuel qui, tout à l'heure, m'a dit « ça se fait pas ». Alors, je m'explique. De quoi est-ce qu'on parle? Comment est organisée la justice en fait, coloniale en Nouvelle-Calédonie? Il y a la justice ordinaire. La justice ordinaire, c'est celle que la France elle a plaquée, mot pour mot, tribunal par tribunal en quelque sorte, sur la Nouvelle-Calédonie. Et il y a 3 étages, on va dire. C'est celle-là sur laquelle dont je vais vous parler ce soir, cette justice ordinaire. Il y a 3 étages. Il y a la justice de paix. C'est une instance qui règle les litiges, les petits conflits. Ça a disparu, la justice de paix, depuis les années 50, qui réglait les litiges, les petits conflits, les affaires familiales, l'ivresse sur la voie publique, la rupture de ban, c'est-à-dire se déplacer sans en avoir l'autorisation. Et là, vous risquez de 15 jours jusqu'à 15 jours de prison, une amende légère,
On en trouve une quinzaine, on en trouve 15 en fait, hein, sur l'ensemble de l'archipel. C'est la justice de proximité qui est réglée par un juge de paix qui n'est pas un professionnel de la justice, hein. La première, elle est ouverte en 1857 à Nouméa, et ensuite pour le reste de l'archipel, la Brousse, les îles, à partir des années 1880. Deuxième étage, la justice correctionnelle. Ça, c'est l'instance qui règle les délits, hein, la délinquance. Les vols, les attentats à la pudeur, les violences, les récidives, le vagabondage, la vente d'alcool. Là, vous risquez 15 jours à 2 ans de prison, avec des amendes assez importantes. Il y a une justice correctionnelle, elle siège à Nouméa, avec 3 juges professionnels, à partir de 1856. Et puis, dernier étage, la justice criminelle, la cour d'assises. C'est une instance qui règle les crimes, hein, les viols, les vols qualifiés, les meurtres, les assassinats, les faux, l'escroquerie, et puis aussi les appels au jugement de la correctionnelle. Là, on risque à partir de 2 ans de prison jusqu'à la perpétuité et la peine capitale, avec un procureur, des juges professionnels, un jury populaire, et où on peut faire appel jusqu'au chef de l'État. Le premier procès en criminel, je vous le disais tout à l'heure, il date de 1859. Donc voilà la justice ordinaire qui a laissé justement toutes les archives dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une carte des tribunaux de la Nouvelle-Calédonie, où l'on voit qu'en dehors du chef-lieu en fait, de la colonie, alors dans le chef-lieu de la colonie, à Nouméa, on a Triangle Noir, la justice de paix, le carré vert, c'est la justice correctionnelle, le rond rouge, c'est le tribunal criminel. Et puis en dehors, eh bien, on a les petits triangles noirs, ce sont les autres justices de paix. On voit qu'il y en a 5 permanentes, hein, à Lifou, à l'île des Pins, à Canala pour la côte est, à Ouégoa pour le nord, et à Bourail pour la côte ouest. Et puis il y a des petits ronds, des petits cercles orange là, que j'ai mis sur cette carte. Et ça, ce sont les audiences foraines, c'est-à-dire en fait des tribunaux ambulants. Les juges de paix, 2 fois par an, ils vont sortir du lieu où ils sont affectés, hein, de Bourail par exemple, pour aller jusqu'à Vaud ou jusqu'à Koné. Et pendant 3-4 jours, ils vont régler les litiges des 6 derniers mois. Ça, ils font ça 2 fois par an. Et on voit donc que des audiences comme ça, il s'en tient dans une douzaine d'endroits dans la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, Marais, Ouvéa, et puis de nombreux endroits sur la Grande Terre. Donc au total, ça nous fait 18 tribunaux qui sont en fonction dans la colonie à la fin du 19e siècle pour une population de 55 000 habitants. C'est beaucoup en fait, hein, en termes de justice et de resserrement de la justice par rapport à la population. Alors il y a d'autres juridictions dites spéciales, ça c'est la deuxième diapo, Manuel m'a dit il ne faut pas la montrer. Bon, c'est les seuls, hein, avec un peu trop de texte, mais ça permet de voir justement quelles sont ces différentes justices qui existent en Nouvelle-Calédonie. Donc la justice ordinaire, tout le monde peut y comparaître, et puis là les justices spéciales, les conseils de guerre par exemple pour les forçats qui commettent des crimes et des délits pendant leur peine. Vous avez une photographie ici de la salle du conseil disciplinaire à l'île Nou, le tribunal du bagne, qui est dans le livre de Louis-José, ou bien le tribunal de commerce sur les faillites ou les litiges entre les commerçants, le service des affaires indigènes, géré par les postes de gendarmerie pour les délits liés au code de l'indigénat. Tout ça, vous voyez, au total, ça nous fait quand même beaucoup de possibilités d'être jugés dans la Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'étages de cette justice. L'estimation pour l'époque coloniale, en ce qui concerne les affaires de la justice ordinaire, alors pour la criminelle, ce n'est pas une estimation parce que je les ai toutes lues, donc on a 1185 affaires criminelles en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale. Et puis pour la correctionnelle et la justice de paix, alors là on a des milliers et des milliers d'affaires, donc j'ai consulté à peu près 20% de l'ensemble, et mon estimation c'est 28 000 affaires en correctionnelle, 45 000 en justice de paix. On arrive à 75 000 affaires, procès, qui sont faits pendant la période coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même très élevé hein, comme niveau de judiciarisation là, pour ce territoire. L'institution judiciaire, donc on le voit, il y a de nombreux étages. Il y a des juges non professionnels, donc le juge de paix, tribunal de commerce, etc. Et puis des juges professionnels, correctionnels, criminels, qui sont nommés par le procureur, qui a le statut de chef du service judiciaire de la colonie. Alors lui, c'est donc le supérieur hiérarchique hein, de tous ceux qui travaillent pour la justice, le procureur. C'est un peu l'homme, à l'époque coloniale, qui dit le droit dans la colonie, vous voyez, qui va trancher les cas litigieux, qui va établir un peu la jurisprudence sur les affaires. Il a une liste d'attributions interminable. À un moment, je les ai recopiées, ça faisait 2 pages, j'ai arrêté. Mais il faut surtout retenir que le procureur, à l'époque coloniale, il fait quoi? Eh bien, il rend compte tous les mois de ses activités et des activités judiciaires au gouverneur de la colonie. Il est reçu par le gouverneur, il lui fait un compte-rendu de toutes les activités judiciaires. En colonie, ce n'est pas spécifique à la Calédonie, hein, mais la séparation des pouvoirs, c'est une utopie, hein, même à l'époque républicaine. Et le gouverneur, il a un œil attentif sur la justice, il intervient, il émet des sentences hors tribunaux,
notamment des exils par exemple, pour des rebelles dans les clans, dans les tribus. Il confirme ou il infirme les verdicts, il fait ou il défait les carrières. Exemple ici concret pour vous donner, alors je vais vous le lire parce que sur le fond bleu c'est un mauvais choix, pour vous illustrer ce que je vous dis sur le fait que la Nouvelle-Calédonie c'est une terre de surveillance et de haute judiciarisation. Je vous le disais tout à l'heure, 85% de la population sous des régimes d'exception. Il y a plus de tribunaux, plus de crimes et délits, les deux sont liés, dans cet archipel que dans les autres colonies ou qu'en métropole. Alors ce qu'il y a dans les bulles bleues là, ce sont des comparaisons en fait sur des taux. Si on prend l'année 1890, en France, il y a un tribunal pour 6500 habitants. En Nouvelle-Calédonie, la même année, il y a un tribunal pour 2900 habitants. Si on prend le nombre de crimes, en France, 1890, vous avez un crime commis pour 13 000 habitants. En Algérie, c'est un crime pour 6500 habitants. En Nouvelle-Calédonie, c'est un crime pour 2750 habitants. Donc on a un taux de criminalité qui paraît beaucoup plus élevé. Alors après, attention, les chiffres, on en fait ce qu'on en veut, je pourrais m'arrêter là. Et donc on penserait que la Nouvelle-Calédonie, c'est un coupe-gorge affreux à la fin du 19e siècle. Mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Un crime pour 2750, je vous ai dit tout à l'heure 50 000 habitants, vous voyez, ça fait 20 crimes en fait, pour une année. Mais il y a quand même ici un niveau de présence de la justice qui est très élevé. Deuxième point, le peuple des tribunaux coloniaux qui se presse là, qui va dans les tribunaux de la colonie. Face aux juges, face aux assesseurs aussi, qui sont tous métropolitains, face aux jurés, qui sont tous métropolitains, on a dans les tribunaux de la colonie océanienne une multitude de visages fort différents, qui s'expriment dans des langues variées. D'ailleurs, c'est la principale différence dans l'exercice de la justice entre celle d'outre-mer et celle de la métropole. Alors le cosmopolitisme, en fait, dans les tribunaux, il touche tous les étages de l'institution judiciaire, avec des nuances qui sont liées aux espaces qu'on étudie. On va commencer par les justices de paix, donc les litiges et les conflits qui se règlent dans les justices de paix, de proximité, qui sont éparpillées sur tout le territoire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si on prend la côte ouest de la Grande Terre, la côte ouest, donc il y a un tribunal de paix à Bourail. La côte ouest, c'est le théâtre d'une vaste entreprise de colonisation foncière dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a entraîné le déplacement de plusieurs dizaines de tribus kanaks, et notamment après la grande révolte de 1878. Donc logiquement, à la fin du XIXe siècle, on trouve une proportion de Français importante devant la justice de paix de Bourail. La presque totalité des gens qui comparaissent devant la justice à Bourail en 1889 sont des Français. En 1907, on a 80% de Français, pour une grande partie d'entre eux qui sont des libérés du bagne. L'engagement de milliers de travailleurs javanais, vietnamiens dans les mines et dans les stations va progressivement changer la donne, et au fur et à mesure de la période coloniale et aussi du vieillissement des libérés du bagne, on voit que face à la justice de paix de la côte ouest, dans les années 1930, on a un tiers des gens qui comparaissent et qui sont des javanais, des vietnamiens qui travaillent sur les stations ou dans les mines. La présence des Kanaks est assez minime en fait, face à la justice de paix de Bourail. C'est logique par rapport à l'histoire coloniale dont je viens de vous parler, au déplacement. Et il faut attendre en fait le 8 juillet 1895, c'est-à-dire 6 ans après l'ouverture du tribunal de Bourail, pour voir arriver le premier Kanak en fait, qui comparait en justice. Alors je sais que ce n'est pas finalement très visible. On voit ici le nom de cette personne. Donc je vous ai fait des captures d'écran, vous allez en voir beaucoup là, des procédures judiciaires. Et il s'agit de Amabili. Amabili, c'est le grand chef des Bondés, qui a 42 ans et qui a été surpris, donc on est en 1895, qui a été surpris par 2 gendarmes en pleine coupe de bois illicite sur les terres du domaine. Alors lui, le chef, il comparaît devant la justice, il s'en défend et il affirme que, je cite, « Quoique les terres que les Français prétendent posséder maintenant aient toujours été celles des Bondés, dont il est le chef, il a coupé du bois sur la réserve indigène attribuée à la tribu. » Il a un témoin de moralité avec lui, c'est un missionnaire qui s'appelle Chalandon, qui témoigne en sa faveur et qui insiste sur le fait que de toute façon les délimitations sont très mal faites et que par conséquent l'accusé a pu croire qu'il pouvait couper du bois sur le terrain de la tribu. Le juge lui donne le bénéfice de sa bonne foi et c'est ce qu'il y a ici. Il le renvoie en fait à un renvoyé, ça veut dire qu'il est acquitté de cette accusation. Sur la côte ouest également, donc dans la région de Bourail, on a les concessions qui ont été données à peu près 2700 libérés du bagne, et c'est une catégorie donc, qui est majoritaire dans les procédures judiciaires de la justice de paix de Bourail. Les 2 tiers des accusés à peu près, dans les années 1890, il faut dire aussi qu'ils sont soumis à une très haute surveillance eux-mêmes.
Et donc, on les retrouve plus souvent, en toute logique, devant la justice. Sur la côte est de la Grande Terre, la côte est, c'est aussi le théâtre de l'apparition de centres importants de la colonisation française, en lien avec des échanges maritimes, comme à Canala, avec l'héritage missionnaire, comme Yingen ou Pueblo, ou avec l'activité minière à Thio, la capitale du nickel. Et les spoliations foncières ont existé, mais elles ont été moindres que sur la côte ouest. Donc la présence européenne s'est concentrée autour de quelques centres. Et les tribus, elles ont été déplacées lors des guerres qui sont menées par les Français pour s'emparer du territoire dans les années 1850-60, mais elles n'ont pas été non plus déportées vers d'autres îles, comme l'ont été une partie des chefferies de la côte ouest. Donc tout ça, ça nous explique que devant la justice de Canala, il y a une plus grande présence des autochtones et une moindre proportion d'Européens, même s'ils restent majoritaires. Le graphique que vous avez en bas à droite, en bleu, sont les Européens, représentent à peu près la moitié de ceux qui comparaissent devant la justice de paix de Canala. Il y a 33% de Kanaks, 16% d'engagés, si on prend les archives de la justice de paix entre 1883 et 1929. D'ailleurs, qu'est-ce qui est sanctionné? L'ivresse sur la voie publique, les injures, l'errance de bétail, la détention illégale d'armes, ça constitue les principaux délits qui sont sanctionnés. Il y a des nuances qui distinguent les justiciables de la côte est de ceux de la côte ouest, dont je viens de vous parler. Par exemple, la communauté nord-africaine, ce qu'on appelle les Arabes dans les archives, qui sont exclusivement installés autour de Nessadiou, Bourail, et qu'on retrouve donc logiquement dans les archives de la justice de Bourail. Tandis qu'à l'est, on va retrouver les Japonais, par exemple, sont plutôt installés sur la côte est. Alors d'ailleurs, les Japonais, un statut un peu singulier, ils ne sont pas soumis au code de l'indigénat, ils sont issus d'un État libre, et on les retrouve assez souvent devant la justice de Canala. Par exemple, en 1929, à Ponériouin, 1929, le boulanger de Ponériouin, il est né à Fukushima et il s'appelle Hiro Kano. Et il reçoit une amende de 100 francs le 22 septembre 1929 pour avoir procuré du vin à des Kanaks et être à l'origine d'une soirée d'ivresse parmi eux. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille à l'université d'ailleurs depuis un petit moment, c'est l'histoire de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que l'interdiction est totale pour les autochtones, à la fois de vente, de consommation d'alcool, à partir de 1888, qui durera jusqu'aux années 60 quand même, avec des aménagements au fur et à mesure du temps. Mais au début du XXe siècle, alors là on est en 1929, interdiction totale de vendre aux Kanaks de l'alcool. Donc le boulanger... il a procuré de l'alcool, et puis en regardant un peu les archives de Canala, on voit qu'il a un frère qui s'appelle Joyemen Kano, qui lui tient un débit de boisson. Bon, on a compris. Le frère en plus qui s'est rendu coupable de pas mal de ventes de boissons alcooliques à des engagés. Alors lui, il a pris le créneau vietnamien. À chaque fois, il vend de l'alcool à des engagés tonkinois qui n'ont pas non plus le droit de consommer. La non-consommation, la prohibition s'est appliquée à partir du début du XXe siècle à tous les non-européens en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, ils ont fait du scandale chez leur patron. Donc 200 francs d'amende pour celui qui tient un débit de boisson. Et puis en fait, on s'aperçoit que les frères Cano, là, à Ponériouin, se livrent à un petit trafic clandestin de bouteilles de vin au profit des Kanaks et des engagés de la région. Et pour ces deux hommes, pour ces deux frères japonais, quand ils comparaissent devant la justice de Canala, pas de traducteur. Donc qu'est-ce qu'ils ont compris à ce qu'on leur reprochait? À mon avis, ils avaient compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris exactement à ce qui se racontait dans le tribunal? On ne peut pas vraiment en être sûr. Pour Nouméa, la ville de Nouméa, qui n'était pas exclusivement blanche, entre guillemets, mais où l'accès aux non-européens était très réglementé, pas de surprise, on a 82% de ceux qui comparaissent devant la justice de paix à Nouméa sont des Français. Mais les Kanaks forment 12% des personnes qui comparaissent devant cette justice de paix à Nouméa, et presque exclusivement des femmes. On le verra tout à l'heure. Pour quelles raisons ce sont des femmes qu'on retrouve ici à Nouméa devant le juge de paix. Alors, au niveau de la justice correctionnelle, j'ai fait 2 petits sondages dans les archives de la justice correctionnelle. Donc on passe au niveau des délits pour repérer les évolutions un peu de ce peuple des tribunaux. Donc en bleu, vous avez l'année 1888 et en orange, l'année 1923. Ouais, c'est à peu près visible. Donc on voit bien l'évolution en fait qui se passe là pendant cette période coloniale, c'est-à-dire qu'en 1888, les 2 tiers des affaires, 63%, eh bien, ce sont des métropolitains. Alors là encore, qui passent devant la justice correctionnelle. Là encore, en fait, il s'agit en grande partie de libérés du bagne. Les Kanaks, qui pour leur part représentent les 2 tiers de la population à peu près à la fin du XIXe siècle, ne sont accusés que dans 14% des affaires.
on regarde en orange, on voit qu'en 1923, les choses ont beaucoup changé, beaucoup moins de métropolitains, il y a aussi le vieillissement des libérés du bagne, 22% de Canaques, ça a un peu augmenté, puis surtout on voit apparaître les engagés. Alors les engagés, ils sont ici, là, voilà, en orange, qui représentent là 20% de ceux qui passent en justice correctionnelle. Et en fait, ils sont largement surreprésentés, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est 5% de la population, mais 20% de ceux qui passent devant la justice correctionnelle. Et puis, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Nouvelle catégorie ici, en haut, les Français de la colonie, c'est-à-dire ceux qui, la première génération, en fait, hein, de ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui n'étaient pas là du tout, n'étaient pas présents du tout dans les tribunaux en 1888, qui représentent 7% de la délinquance en 1923. Alors ceux-là, a priori, on les comprend bien dans les tribunaux. Et d'ailleurs, parfois, peut-être que les gendarmes se passeraient de comprendre ce qu'on leur dit. Je vous donne juste un exemple au passage, un petit accrochage qui a lieu, là, vous voyez, à Bourail. Ça se passe en 1923. Alors il s'agit d'une femme qui s'appelle Marie Déoge, elle a 37 ans. Là vous avez le procès-verbal de la gendarmerie et puis j'ai fait un petit zoom sur ce que je vais vous lire. Marie Déoge, donc, qui voit passer devant chez elle le soir du 28 avril 1923 un gendarme qui s'appelle Ferraldi. Alors lui en veut un peu parce que Ferraldi, il a arrêté quelques mois plus tôt en état d'ivresse sur la voie publique. C'était pas la première fois que ça arrivait, donc elle a passé 2 mois en prison. Bon, alors elle le croise, 9 h du soir, elle s'énerve un peu et elle lui dit, vous voyez l'extrait du document à partir d'ici, qu'est-ce que vous faites devant chez moi, Ferraldi? Vous venez me filer, espèce de vache, espèce de fumier que vous êtes. Ça commence à se gâter, oui, on ne parle pas comme ça un gendarme quand même. Vous feriez pas mal de courir après vos popinets, ça devient précis, comme vous faites d'habitude, et attention, là ça devient dangereux, espèce de sale corse. Non, ça c'est pas bien. Hein, oui, voilà, vous voyez, espèce de sale corse. Allez manger des châtaignes dans votre pays, hein, elle en connaît un rayon sur la Corse, hein. Ça c'est pas mal, elle connaît la Corse quand même. Espèce de bourrique, vous crânez depuis que vous êtes agent de police. Alors peut-être, oui, mais enfin ça lui vaudra 200 francs d'amende, et c'est quand même assez lourd, 200 francs d'amende en 1923, qui seront le prix à payer pour cet outrage. Et donc les enfants de colons, comme les autres, prennent place parmi la foule des accusés et des condamnés. En dernier lieu, la cour d'assises, avec la très réjouissante couverture hein, du premier registre du tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie. La cour d'assises, c'est la seule où les archives en fait, nous donnent la certitude de la présence d'interprètes. Et les interprètes, on va beaucoup en parler dans la partie suivante. C'est un lieu de cosmopolitisme permanent. Et la première affaire qui est jugée par le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie nous donne un peu le ton de l'histoire coloniale du pays. C'est assez intéressant. 31 août 1859, première séance du tribunal criminel en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, je vous ai mis quelques extraits, mais je sais que c'est pas lisible, hein, je m'en excuse. Sur mon ordi, c'est bien lisible, mais c'est peut-être un peu trop sombre ici. Donc, 31 août 1859, première séance. Alors, il n'y a pas de juge. La Nouvelle-Calédonie, on fait ce qu'on peut, là, en 1859, côté français. Il n'y a pas de juge. Hein. Donc, qui juge? Le président du tribunal, c'est un capitaine d'infanterie de marine, il s'appelle Arnaud. Avec lui, les juges, c'est 3 lieutenants, 3 marchands, et puis un autre capitaine qui fait office de procureur. Et ils vont juger un engagé chinois, Ling Nukai, voilà, vous avez le nom ici. Ling Nukai, qui est né en Chine en 1830, qui était engagé par James Paddon, le fameux colon James Paddon, centalier anglais, qui s'était établi, donc on le sait, à Nouville, avant le bagne. Et son employé chinois, Nukai, lui aurait dérobé, je cite, un mouchoir de poche, bon là ça va, mais par contre 2430 francs quand même de pièces d'or et d'argent, une montre en argent, 2 revolvers, un assez grand nombre de marchandises et des faits confectionnés, sans doute pour de la revente un peu clandestine. Et ça lui vaudra quand même, à cet engagé chinois, vous le voyez là, la peine de 5 ans de prison, ici. Donc ça c'est le premier crime puni en Nouvelle-Calédonie. Pas mal, premier crime puni en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? C'est un vol à un colon anglais par un engagé chinois sur le futur emplacement du bagne, sanctionné par des militaires et des marchands. L'impression que toute l'histoire, presque, du pays tient dans cette affaire. Enfin, pas toute, mais quand même. Bon, la cour d'assises, le tribunal criminel, reçoit, parmi les 1800 criminels qui vont être accusés pendant l'époque coloniale devant la cour d'assises, il y en a un peu plus de 700, 714 exactement, qui ne sont pas francophones. Ils forment 49% du total.
C'est-à-dire, vous l'avez en bleu, ce sont les Français, ici, c'est-à-dire que à peine plus de la moitié, 51% de ceux qui comparaissent devant les tribunaux maîtrisent correctement la langue française. On a 23 devant les tribunaux criminels. On a 23 pays et territoires différents qui constituent les origines de ceux qui comparaissent devant la cour d'assises, auxquels on peut ajouter 18 chefferies Kanak que j'ai pu identifier. Voilà une diversité culturelle qui constitue un des traits les plus fondamentaux du travail de la justice coloniale en Nouvelle-Calédonie. Et si on fait la liste, on a la Grande Terre, chacune des îles Loyauté, l'île des Pins, Vanuatu, Nouvelle-Hébride à l'époque, Wallis, Futuna, Tahiti, Fidji, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Java, le Vietnam, les Indes, la Chine, le Japon, le Yémen, Zanzibar, les Comores, Madagascar, le Mozambique, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les Antilles françaises, les États-Unis et chacun des 95 départements français qui sont à un moment ou à un autre présents dans le prétoire de la cour d'assises de Nouméa à travers l'un de leurs ressortissants. La liste est longue, mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on voit à quel point en fait il y avait une diversité de gens qui comparaissent ici et donc qui vivent en Nouvelle-Calédonie. On le sait, mais cette liste quand même est longue et peut-être que certains pays on ne s'attend pas forcément à les voir représentés en Nouvelle-Calédonie. Alors, finalement, alors vous voyez à peine dans le détail, 1% d'Océaniens, 19% de Kanaks, 17% originaires des colonies françaises et 9% originaires d'Asie. Ça, ce sont les origines des personnes qui comparaissent devant le tribunal criminel. Alors finalement, le principal défi des juges de la colonie, c'est quoi? C'est se comprendre. Comment on arrive à se comprendre dans les tribunaux? C'est la troisième partie. L'intelligibilité des échanges lors des audiences, c'est un problème capital. Comment est-ce qu'on peut se comprendre dans un lieu où les langues utilisées, elles s'avèrent si variées dès le début de l'époque coloniale? Est-ce que Ling Nukai, l'engagé chinois de James Padon, est-ce qu'il parlait anglais? Est-ce qu'il parlait français? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne lui a pas traduit en chinois quand il est passé devant le tribunal en 1859. Comment est-ce qu'on peut se comprendre dans un lieu où les langues sont si variées, ce que je vous disais? Comment éviter aussi une erreur judiciaire qui serait liée à un malentendu sur un mot prononcé par un accusé ou une victime? Il ne faut pas penser qu'on rendait la justice à la va-vite en se disant « bon, c'est un Chinois, c'est un Vietnamien, c'est pas grave, c'est un autochtone, c'est pas… » Ah, pas du tout. En fait, les choses sont quand même très précises, on va le voir, très minutieuses dans l'organisation de cette justice ordinaire. On a compris, donc l'enjeu il est central, presque la moitié des hommes et des femmes qui doivent répondre d'une accusation de crime, qui parfois risquent leur tête, ou qui comparaissent en justice correctionnelle en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas francophones. On a des chiffres un peu moindres en justice de paix, dans les petites justices de proximité, mais quand même, ça reste assez important. Alors, c'est quoi le moyen le plus simple? C'est ce que je vous ai mis ici. Le moyen le plus simple, c'est d'engager des interprètes judiciaires, qui vont officier dans les tribunaux. On les retrouve au fur et à mesure de la passionnante lecture du bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut les trouver quand même. Les interprètes judiciaires, ils sont mentionnés plusieurs fois dans ce bulletin officiel, qui heureusement est numérisé aux archives et donc assez facile de consultation. La première fois qu'on les voit, c'est la première citation en haut ici, 1859, donc pas longtemps après le début de la colonisation, lorsqu'est fixé le montant des vacations des interprètes, 10 francs par prestation. Et là, à partir de là, on voit qu'il y a des interprètes qui font partie, dès 1859, donc quelques mois après le jugement de l'engagé chinois dont je vous parlais, qui font partie du personnel de justice, avec les huissiers, les greffiers, les auxiliaires de justice, mais on ne sait pas quelle langue ils parlent par contre. Ça, c'est pas précisé. Un petit peu plus tard, c'est le deuxième extrait, il y a en 1867 le gouverneur Guillain qui va publier dans le bulletin officiel un arrêté très très long, il fait 25 pages, qui organise la justice en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment la première fois qui est très bien, très précisément organisée, la justice en Nouvelle-Calédonie, 1867. Et à un moment, c'est l'extrait que vous avez là, il est souligné, il s'avère impossible actuellement de trouver des interprètes indigènes capables de faire une traduction écrite. C'est un peu logique, c'est-à-dire mettre les langues kanak par écrit en 1867, on n'est pas encore prêt à faire ça. Ça n'a pas encore été réalisé en grande partie. Et donc là, finalement, qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux? Puisqu'on ne peut pas mettre les langues kanak par écrit, on ne retranscrit pas les dispositions des kanaks. Et donc dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie, on ne trouve pas les dépositions des accusés, des victimes, des témoins, quand ils sont d'origine kanak. Alors ça, vous imaginez ça aujourd'hui, hein, vous allez devant un tribunal, vous faites une déposition, vous êtes accusé, vous êtes témoin, et le greffier vous regarde, et il note rien.
C'est comme ça que ça se passait. Alors, il y a des avocats qui vont s'insurger contre ça. Il y en a un, Paul Guiraud, qui est célèbre, hein, qui est devenu maire de Nouméa pendant un an ou deux, à la fin du 19e siècle, qui a fait tout un mémoire en disant tout ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie au niveau de la justice et qui ne se passait pas ailleurs. Bon, il en a fait 100 pages quand même. Hein. Et notamment, il insiste là-dessus. Il dit comment on peut faire, nous, avocats, si on n'a pas les comptes rendus de ce qui s'est dit quand il y a un appel, si on n'a pas les comptes rendus de ce qui s'est dit au procès précédent. Mais rien ne changera, et d'ailleurs, ça va même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour alléger le travail des greffiers, il n'y a plus aucune déposition qui va être prise en note à partir de la fin du 19e siècle, même pour les Français. Ça nous fait des archives judiciaires qui sont de plus en plus légères, en fait, hein, au fur et à mesure de l'époque coloniale. Alors, on les trouve à nouveau, ces interprètes, en 1871, par exemple, on voit qu'il y a 3 interprètes kanaks, c'est le 3e extrait ici, qui sont payés par le service judiciaire comme interprètes indigènes. On ne sait pas qui c'est, et on ne sait pas quelle langue ils pratiquent. D'ailleurs, c'est assez flou hein, pour les juges qui, dans les premières années, disent qu'ils parlent la langue kanak, pas encore identifié la diversité linguistique qu'il pouvait y avoir dans l'archipel. Progressivement, c'est un statut qui devient de plus en plus, et il n'y en a pas d'autres des diapos comme ça, hein, qui devient de plus en plus gratifié, puisque en 1874, par exemple, on a 5 interprètes, ça c'est sur la gauche ici, il y a 5 interprètes pour les langues océaniennes et asiatiques. Ça correspond aussi à l'arrivée progressive des premiers travailleurs néo-hébridais, des Indiens aussi, hein, et des Vietnamiens. Et donc, on a des interprètes supplémentaires. Et la première fois que j'ai trouvé un interprète dans les archives judiciaires, c'est 1875, pour la langue anglaise, où on a un nommé Silon, qui figure dans le compte-rendu, et qui a traduit le procès à 2 accusés, un forgeron écossais qui s'appelait Copland et un mineur irlandais qui s'appelait Gibbins, et qui ont été accusés d'avoir mis le feu aux mines de Balade. Alors, malgré les avantages proposés, le service judiciaire fait face à une pénurie de candidats. Il n'y a pas grand monde qui veut être interprète, à tel point qu'en 1882, c'est en haut à droite, en 1882, le gouverneur crée des emplois d'interprètes à plein temps pour la langue anglaise et le bishlamar. En fait, il propose de fonctionnariser un peu la fonction d'interprète. Il propose une solde annuelle de 3 000 francs, ce qui correspond au salaire du greffier. Donc c'est plutôt intéressant. Il organise un concours. En 1885, il y a un concours parce que pendant les 3 années en question, on voit dans les comptes rendus judiciaires, les interprètes sont de mauvaise qualité, on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. Il faut vraiment des gens qualifiés qui ont fait leurs preuves. Donc 1885, il y a un concours qui est organisé, c'est le 2e extrait ici, très officiel, ça se passe au parquet, il y a des candidats qui viennent. On a 2 lauréats, Amédée Vallée et Achille Fournier, c'est publié dans le bulletin officiel. Amédée Vallée, il démissionne 3 jours plus tard, apparemment il a trouvé autre chose. Et puis, donc, il y a un remplaçant, on a donc 2 interprètes officiels. Bon, ça semble bien démarrer, sauf que je ne les ai jamais retrouvés après dans les archives judiciaires. C'est-à-dire que, en fait, ces 2 personnes qui passent le concours et qui sont nommées n'apparaissent jamais quand on parle des interprètes. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas de trace de leur activité ensuite. Et finalement, il faudra attendre 1928 en Nouvelle-Calédonie pour que le gouverneur Guyon insère l'obligation de la présence d'interprètes dans les procès, quand il y a des non-francophones. Presque trop tard, on pourrait dire, 1928. Avant, c'était une possibilité, mais ça n'était pas obligatoire. Et ça devient obligatoire seulement à partir de 1928. Alors, comment il faut faire pour repérer les traducteurs? Il faut lire les minutes judiciaires une par une pour trouver la mention de leur présence. Quand on lit les minutes de la justice correctionnelle ou des justices de paix, il n'y a pas de petite case prévue interprète. Pourquoi? Parce que les papiers, en fait, sont directement apportés de la métropole. Et qu'en fait, dans les justices de paix, justice correctionnelle, ce sont des papiers qui sont apportés directement de la France. C'est des soucis administratifs, en fait. On n'arrive pas à voir la trace des traductions, parce qu'on a des papiers où il y a marqué département 2, et puis le greffier il met colonie de la Nouvelle-Calédonie. Et forcément, des papiers qui viennent département 2, il n'y a pas d'interprète en France dans 99% des procès, donc il n'y a pas prévu l'endroit pour mentionner la présence d'un interprète. Le seul tribunal qui laisse des traces de ça, c'est le tribunal criminel. On peut se dire, sûrement que les milliers de non-francophones qui comparaissent devant les justices de paix et la justice correctionnelle, ils ne restent pas sans rien comprendre à ce qu'on leur reproche. Mais on n'a pas de trace, effectivement, qu'ils aient pu avoir des traductions. Et pour regrouper, en fait, quelques bribes d'informations sur ces interprètes, faut se concentrer sur le tribunal criminel qui mentionne leur présence. Alors, au tribunal criminel, là, on sait quand les gens ont des traducteurs ou pas. Et on a d'ailleurs la liste, ça permet de dresser la liste de toutes les langues qui vont être traduites devant le tribunal criminel. Ça permet de voir qu'au tribunal criminel, on va progressivement avoir des interprètes pour des langues kanak. Hop là, pardon. Des interprètes pour les langues kanak.
Voilà, excusez-moi. Ici, donc on a 7 langues kanak qui sont traduites devant les tribunaux. Pour l'anglais, à partir des années 1860, la deuxième colonne, c'est la première apparition en fait, d'un traducteur pour les personnes concernées, le Bishlamar avec la présence des néo-hébridais, et puis les plus nombreux, l'arabe à partir de 1891, les langues du Vietnam 1892, le javanais à partir de 1897 et le japonais. Mais ce qu'on voit, c'est, si vous voulez, la version, les chiffres inversés de la colonne de droite. La colonne de droite, ici, ce sont le pourcentage de ceux qui ont des interprètes. Alors, si on inverse les chiffres, c'est ce que je vous ai mis en bas, on voit qu'au tribunal criminel, 41% des Vietnamiens, 43% des Nord-Africains, 53% des Javanais, 65% des Kanaks, 69% des Néo-Hébridais, 85% des Indiens qui sont inculpés, non pas d'assistance linguistique. C'est des proportions importantes, alors que tous les Européens, eux, ils avaient leur interprète, qu'ils soient britanniques, allemands, italiens ou portugais. Donc il y a quand même une forme de discrimination linguistique qui est importante dans un tribunal, qui s'applique aux autochtones et aux indigènes, entre guillemets, des autres colonies. D'ailleurs, pour les Nord-Africains, ceux qui sont mentionnés comme arabes dans les archives, souvent originaires d'Algérie, il y a quelques Marocains, Tunisiens, mais souvent ils viennent d'Algérie, eux non plus, en fait, pour eux, les interprètes, c'est un peu spécial. Comme ils sont considérés comme français, les Algériens, ils n'ont pas d'interprète qui est attribué. Et puis, quand vraiment on se rend compte que la compréhension est difficile, comme ce sont presque tous des libérés du bagne, eh bien, la traduction ne peut pas être assurée par l'un des leurs, mais par un surveillant militaire qui parle arabe. C'est la seule condition pour avoir une traduction en arabe au tribunal. Alors, après, on pourrait me dire, des interprètes, pas d'interprètes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'ils ne sont pas français qu'ils ne comprennent pas le français, bien sûr, donc c'est sûrement le cas d'ailleurs, pour une bonne partie de ceux qui n'ont pas d'interprète, pour une partie considérable des Kanaks qui comprennent et qui pratiquent le français dès la seconde moitié du XIXe siècle, ou pour une bonne part des Algériens, des Arabes d'Algérie, qui est occupé par la France depuis 1830, c'est sans doute un peu moins évident quand même, pour les Vietnamiens, dont le pays a été progressivement conquis par la France entre 1863 et 1895, et qui ne constitue pas une colonie de peuplement, ou pour les Néo-Hébridais, dont l'archipel n'est pas une colonie avant 1910, et où l'influence britannique est prédominante, ou encore pour les Javanais, qui viennent d'un territoire qui, lui, est dirigé par les Pays-Bas. Et puis, les exemples sont nombreux où le degré de compréhension des différentes parties reste difficile à appréhender. C'est-à-dire qu'on a plein de procès, on se demande si vraiment les choses ont été bien comprises, ou si l'interprète est vraiment compétent. Par exemple, on a un interprète qui s'appelle Soupanon, qui est un engagé kanak, qui en 1883 est appelé sur 4 procès en 8 jours, et où il doit traduire dans 4 langues kanak différentes. Est-ce que vraiment il a pu faire ces traductions? Et ce n'est pas des procès sans risque, Il y a un homicide, il y a des viols, donc des procès lourds, avec des risques judiciaires qui sont importants. On peut voir des choses surprenantes. Par exemple, c'est l'archive qui est à droite pour vous ici. Dans la cour d'assises des années 1890, le traducteur officiel en ngonais, donc pour les accusés, les victimes ou les témoins qui sont originaires de Marais, n'est pas un natif de Marais, mais c'est un nommé Jules Duchosal, qui est commerçant à Nouméa, et qui assure pendant plusieurs années toutes les traductions en ngonais. Ça ne veut pas dire qu'il parlait mal le ngonais, on ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a pas choisi un natif de cette île. La politique en fait linguistique des juges, là, c'est plutôt on fait feu de tout bois, quoi. On fait avec ceux qui sont là. Par exemple, en 1874, il y a un interprète en langue anglaise qui officie pour le tribunal. Il ne se sent pas très bien, il s'appelle De Dolon, c'est le fils du résident des loyautés, là, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est son fils, Gustave de Dolon. Il ne se sent pas très bien au milieu d'un procès, il s'en va, quitte la salle. Il rentre chez lui et il meurt d'ailleurs, dans les heures qui suivent. Donc il a bien fait de partir, a priori ça allait pas bien, quoi. Et bon, alors le juge est un peu embêté, c'est quand même un procès au tribunal criminel. Et puis là, il y a un volontaire dans le public qui dit « Moi je parle bien anglais, je peux assurer, pas de problème », donc on le fait venir, il prend sa place. Vous voyez comment ça se passait? On fait ce qu'on peut. Le 31 janvier 1890, ça c'est l'archive qui est à gauche, et en fait c'est un zoom sur une mention marginale. Je vais faire attention de ne pas appuyer sur n'importe quel bouton. C'est un zoom sur une mention marginale. On voit ici assister aussi du sieur Anis, indigène de Bourail, âgé de 25 ans.
Là, c'est tout petit en fait hein, sur l'archive d'origine. Alors à Nice, lui, c'est un garde de police kanak. Là, il accompagne l'accusée, une femme accusée d'infanticide. En fait, en discutant avec elle, en l'accompagnant au tribunal, il se rend compte qu'ils sont natifs du même clan. Alors il propose de faire office de traducteur. Alors, il est bien content, le président du tribunal, il dit très bien, on va prendre le garde de police qui parle l'adjé et qui va donc traduire les faits. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, souvent, c'est un peu la contingence, c'est un peu on fait feu de tout bois. Le 20 décembre 1906, un nommé Ti, natif de Vaud, bien connu, comparaît pour vol et homicide volontaire sur un colon. Alors il affirme dans un premier temps qu'il comprend très bien le français, et au bout de quelques minutes, il s'est rendu compte peut-être qu'il ne comprenait pas suffisamment le français pour comprendre les subtilités d'un débat judiciaire. Il réclame un interprète. Alors, le président du tribunal est un peu exaspéré, interrompt la séance, et puis il envoie chercher le planton kanak à l'entrée du tribunal et lui intime l'ordre de procéder à la traduction, dans n'importe quelle langue. Donc Alexandre, c'est le planton kanak, il rentre, il vient au tribunal, il dit bah, « moi je connais que le bishlamar, bon très bien, allez hop, parle bishlamar ». Et puis au final, acquittement, faute de preuves. Pas étonnant, le procès. Donc vous voyez, ils font vraiment avec ce qu'ils ont. Peut-être qu'on atteint un sommet d'ailleurs avec les traductions en javanais. Les Javanais qui sont très très nombreux devant la cour d'assises à partir des années 1920, 1910, 1920, doivent compter sur qui? La plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ils doivent compter sur un nommé Amat. Amat, il est né en 1885 à Java. Il est arrivé dans la colonie comme travailleur engagé à 19 ans, puis à l'issue de son contrat, il arrive à se faire recruter comme planton au service de l'immigration. Et à partir de 1915 et de l'assassinat d'un libéré arabe par un engagé javanais à Nouméa, il devient l'interprète officiel pour ses compatriotes auprès des tribunaux du chef-lieu. C'est une fonction qu'il va assurer une vingtaine de fois auprès de la cour d'assises. Mais le nommé Amat, lui-même, va être condamné 11 fois par la justice. En fait, c'est un délinquant en série, criminel aussi, mais on n'a personne qui parle français aussi bien que lui du côté des Javanais, donc à chaque fois qu'il y a un procès au tribunal criminel avec un Javanais, on va chercher Amat dans sa cellule, on l'amène, et puis il traduit, il est content, il fait une sortie, il traduit français, Javanais, il fait ça pendant 20 ans, et le plus inquiétant, en tout cas pour nous, de notre point de vue, loin de ce temps-là, c'est que quand c'est son procès à lui, il traduit aussi ce que disent les gens qui l'accusent. Pas de souci. Donc la pénurie d'individus bilingues au sein de la communauté javanaise, elle atteint quand même, elle semble presque tragique. Et puis on en a qui sont très doués, on a Joseph Lackerstein que vous avez en haut ici dans les archives, c'est un colon alsacien, mais ce colon alsacien, il va être sollicité 24 fois par la cour d'assises. Le 10 février 1894, il va traduire en bishlamar le contenu d'audience dans laquelle un engagé des Nouvelles Hébrides est jugé pour un homicide involontaire sur un contremaître anglais. 5 ans plus tard, on le voit, il traduit en italien, au profit d'un nommé Sopreto, qui témoigne au procès d'un cordonnier corse. Et puis, 1902, sa dernière apparition au tribunal, là, Lackerstein, il a une tâche pas facile, il doit annoncer, mais en anglais cette fois, au marin John Williams, un Britannique natif du Sri Lanka, Ceylan, qu'il est condamné à mort pour avoir assassiné et dépouillé un kanak sur un chemin public. Voilà des indices, en fait, qui nous montrent que dans la justice, on navigue un peu à vue pour pouvoir traduire dans les différentes langues les procès. Mais pas toujours. On a aussi des indices qui nous montrent une certaine rigueur, qui peut régir les modalités pratiques des interprètes judiciaires. Les renvois de procès faute de traducteur, par exemple. Les récusations de certains d'entre eux qui sont mentionnés. Le 11 septembre 1900, on a 2 engagés vietnamiens qui s'appellent Van Binh et Le Van No, qui sont accusés d'avoir dérobé des bijoux à leurs compatriotes, Tran Van Dao, et qui ne peut pas être présenté, le procès est annulé, en raison de l'absence d'interprète de la langue annamite. C'est ce qui est écrit dans le registre. Ou bien, c'est l'archive que vous avez en bas ici, le 16 septembre 1929, le juge intervient pour solliciter le renvoi d'un nommé Kari Simiou. Alors ils essayaient de trouver quelqu'un d'autre que le Amat, là dont je vous parlais. Kari Simiou, qui est javanais, mais en gros, dit le juge, il fait beaucoup d'efforts, mais on ne comprend rien à ce qu'il dit quand il traduit en français. Et donc, les traductions en langue française sont incompréhensibles, donc il le renvoie et le procès est ajourné. Ça nous montre aussi qu'il y a quand même une certaine volonté d'arriver à faire des procès qui soient, je ne sais pas si on peut dire équitables, mais qui en tout cas puissent être compréhensibles par tout le monde. Alors, est-ce que se comprendre est si laborieux que je vous le laisse penser? Probablement, oui, pour des dizaines de milliers de travailleurs engagés qui résident quelques années dans la colonie, et qui sont généralement cantonnés dans des villages ethniques, près des mines notamment, où on a aussi des Kanaks qui se présentent devant la justice jusqu'à la fin de l'époque coloniale, en affirmant ne pas comprendre le français. J'avais mis ici le Kiaoumen Honoré,
qui passe devant la cour d'assises le 21 mai 1930, qui est originaire de la tribu de Djanem, et qui réclame un interprète pour le pidgin, parce qu'il dit, lui, ne pas comprendre le français. 1930, hein, on est presque 80 ans après les débuts de la colonisation. Alors j'en avais parlé avec un collègue qui m'a dit, oui, mais ça peut aussi être une forme de résistance, hein, de refuser, par principe, de parler la langue française. C'est possible, effectivement. Bon, on n'en a pas de trace, et en attendant, eh bien, c'est le paradoxe finalement absolu, c'est-à-dire que en PJA, il a qui comme traducteur? Il a un colon, Grassin, qui va lui traduire le procès dans lequel il va comparaître. Mais en d'autres occasions, les autochtones ou les engagés s'approprient assez rapidement la justice coloniale. On le comprend, cette justice, par nature presque, elle est défavorable aux non-européens. Et puis les travailleurs immigrés, comme les Kanaks, ils connaissaient un système judiciaire bien différent, hein, avant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie pour les engagés, ou avant la mise en place de l'institution judiciaire coloniale pour les Kanaks, la justice coutumière. On peut essayer de comprendre, par exemple, le choc judiciaire qui est subi par les engagés quand ils étaient jugés en Nouvelle-Calédonie. Prenons la communauté des Indiens. Vous avez vu, les Indiens, c'est ceux pour lesquels il y a le moins d'interprètes. 85% des Indiens qui passent devant les tribunaux coloniaux, ils n'ont pas d'interprète. Arrivés pour certains de la Réunion, avec des planteurs de canne à sucre, notamment dans les années 1860, pour d'autres au début du XXe siècle, notamment pour la construction du chemin de fer. Et la majeure partie des engagés indiens sont natifs de comptoirs français, en particulier Pondichéry. Alors peut-être, justement, que c'est ça qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'interprètes chez eux. Mais dans ce comptoir de Pondichéry, si on regarde du côté de Pondichéry, là, on sort un peu de la Nouvelle-Calédonie, ça se passe comment dans ce comptoir qui est colonisé par la France? Eh bien, là-bas, c'est pas pareil. Il y a un pluralisme juridique, il y a des institutions, il y a un tribunal spécialisé pour les procès qui demandent à être traités rapidement pour les Indiens, avec 3 conseillers, un juge indien, 4 interprètes, 3 juges français qui sont là, des représentants des castes qui servent d'arbitres ou de médiateurs. Et les registres des sentences sont bilingues à Pondichéry. À Chandernagor, autre comptoir français aux Indes, un devin peut être appelé pour déterminer les coupables parmi les accusés. À Nouméa, non. Hein. Le premier natif des Indes qui apparaît en justice criminelle, 1871, il est jugé pour un attentat à la pudeur commis sur une jeune fille mineure. Il est condamné à 5 ans de travaux forcés, après une audience à huis clos, devant un tribunal composé entièrement de Français métropolitains, et jugé selon le code pénal de la France métropolitaine. Comme les Indiens, les Vietnamiens ou les Javanais étaient habitués à ce qu'on peut appeler une justice hybride, c'est-à-dire en fait qui tient compte du droit coutumier et des pratiques autochtones. Au Tonkin, par exemple, hein, dans la colonie du Tonkin, il y a des juges vietnamiens qui participent aux commissions criminelles. Et les juridictions autochtones sont maintenues pour ce qui ne relève pas du pénal. Dans la colonie de Lanam, les magistrats coloniaux s'appuient sur le code du dernier empereur, Djalong, et aux Indes néerlandaises, donc en Indonésie. À partir de 1866, les colonisateurs hollandais délèguent les pouvoirs judiciaires à la noblesse locale, donc ils ont choisi quand même avant. Pour leur part, les néo-hébridais, ils sont jugés selon les coutumes, sauf quand il y a un crime qui implique un Européen. Comment est-ce qu'on peut appliquer ces règles-là pour les immigrés présents temporairement dans la colonie calédonienne? On pourrait dire pour y avoir un assesseur qui est de la même origine que la personne inculpée. Bon, impossible, hein, aux yeux de l'administration française, de coopter des juges ou des assesseurs des mêmes origines que les comparants, sous prétexte que c'est l'usage dans leur territoire. Vous voyez, ce n'était pas dans toutes les colonies le même type de fonctionnement. On va dire qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, le fonctionnement judiciaire, c'est même le plus rigide. Hein. C'est là qu'on a voulu appliquer le mode de fonctionnement français de la manière la plus rigide par rapport aux autres colonies. On le voit bien quand on regarde ces exemples-là de Java, du Vietnam ou des Indes. Et donc, la règle de refoulement en fait, qui est appliquée aux Kanaks à l'entrée des tribunaux, en tout cas en tant que juge ou assesseur, elle l'est en fait à tous les autres non-français. C'est la loi française qui s'applique, rendue par des Français. Et c'est un fonctionnement qui a dû surprendre les premiers qui sont jugés. Hein, le premier néo-hébridais, qui s'appelle Kinonon, qui doit répondre de ses actes. Il a noyé accidentellement, entre guillemets, sa femme dans la mer en 1869. Le premier Vietnamien, Co Dang Vam, jugé en 1892, bon, lui, il faisait un peu de piraterie. Et Saïn, premier Javanais, 1897, jugé pour un double homicide, eux comparaissent face à une justice qui ne fonctionne pas du tout comme la justice des territoires dont ils sont originaires. Leurs compatriotes sont sans doute ensuite informés de ces modalités, mais on voit qu'il y a un écart important entre les systèmes judiciaires des territoires d'origine
désengagés de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie elle-même, qui pouvait être sans doute très déstabilisant. Les Kanaks, pour leur part, les colonisés, ne font pas que subir la justice française. Ça, c'est le point suivant. Au tribunal criminel, par exemple, 5% des plaintes qui sont déposées le sont par des autochtones. Et dès 1870. En justice correctionnelle, c'est 2%. On dirait c'est infime. 5%, 2%, c'est pas grand-chose. Oui, mais le tribunal criminel et le tribunal correctionnel sont à Nouméa. Et pour porter plainte, il faut venir à Nouméa. Donc forcément, ça limite beaucoup la possibilité pour les Kanaks de porter plainte dans ces juridictions-là. Par contre, ça n'empêche pas, d'ailleurs, ceux ou celles qui peuvent le faire, de le faire. On voit ici le procès en justice correctionnelle d'un nommé Georges O'Connor pour violence conjugale, enfin violence sur sa concubine, la femme kanak Sika, qui a porté plainte contre lui en 1885. Quand on regarde du côté de la justice de paix, eh bien là, on voit plus souvent apparaître des tribus kanaks. Par exemple, il ne faut que quelques mois après l'installation d'une justice de paix à Kanala pour que les archives de cette justice de paix, alors je sais que ce n'est pas lisible, mais c'est en bas à droite ici l'extrait, nous révèlent que la tribu de Naketi a déposé une plainte collective en bonne et due forme en se saisissant des outils du colonisateur pour défendre leurs droits. Et c'est l'archive qui est là. Le 5 mai 1883, la tribu de Naketi obtient 15 francs de dédommagement pour, je cite, les dégâts commis sur les plantations par le bétail du cultivateur Béché. Alors Naketi, c'est un espace de conflit récurrent, c'est une frontière pastorale, et puis c'est aussi, depuis la décennie précédente, un endroit où l'ingénieur Jules Garnier il avait repéré de l'antimoine, et donc il y a eu des concessions, il y a 21 mines qui sont ouvertes en quelques années, il y a 25 concessions qui sont données, il y a une usine qui va ouvrir en 1883 pour l'exploitation de l'antimoine, donc on est là sur un lieu de conflit foncier assez important. Mais ce qu'on voit, c'est que la tribu de Naketi, justement, elle va se constituer partie civile à 6 reprises dans les années 1880, dans le même type d'affaires. Et donc, après une trentaine d'années d'occupation coloniale, les procédures françaises semblent intégrées. C'est-à-dire que les membres de la tribu, ils font quoi? Ils font venir les gendarmes, dresser un procès verbal, ils déposent plainte, ils participent à l'expertise des dégâts et procèdent à une demande de dédommagement. Donc, on a des procédures typiquement françaises qui ont été intégrés en fait pour pouvoir défendre leurs droits. Et ça arrive à plusieurs reprises. Le 7 janvier 1884, par exemple, le libéré Champion, Vincent Champion, qui était un ancien serrurier parisien, qui est arrivé avec le premier bateau du bagne en 1864, qui avait purgé 12 années de bagne pour des vols répétés, qui ensuite avait eu une concession à Kanala, et qui est voisin de la tribu de Naketi, justement. Souvent, il laisse un peu errer son bétail sur les cultures kanak, c'est ce qui est marqué. Avoir laissé errer ses porcs dans les cultures kanak. Là, il prend 6 francs d'amende. Il réitère 2 mois plus tard, l'amende monte à 20 francs. En fin d'année, il arrive à 50 francs. Donc il y a des plaintes répétées comme ça qui sont portées contre ces débordements-là. Ou bien, c'est l'exemple que vous avez là, le chef Philippot, qui porte plainte, Philippot c'est marqué là, voilà, contre le Bouchel. Ça c'est le 1er mars 1884, toujours la tribu de Naketi, où on a une station qui est mise en cause par un chef de tribu, où François Le Bouchel, qui gère du bétail à Thio, au nom d'un propriétaire résident au chef-lieu, à Nouméa, il fait l'objet d'une plainte menée par le chef Philippot. La procédure mentionne, je cite, « Il y a lieu de tenir compte des ennuis et tracas causés au chef Philippot par les incursions constantes du bétail sur sa propriété, que le sieur Philippot est obligé de mettre toutes les nuits des Kanaks pour empêcher le bétail du sieur Mouno, c'est le propriétaire, de venir ravager les plantations. » Et là, ça rigole plus parce qu'il a beaucoup exagéré apparemment le stockman en question, et donc la tribu obtient 400 francs de dédommagement et 15 jours de prison pour négligence pour le stockman. Donc on a des conflits d'usage en fait, qui sont très connus en Nouvelle-Calédonie, mais qui nous montrent qu'ils se règlent aussi parfois, même assez souvent, devant les tribunaux civils de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas surestimer tout ça. J'ai pu repérer qu'une douzaine de tribus qui ont porté plainte sur plus de 300 qui y a en Nouvelle-Calédonie. Ceci dit, je n'ai pas tout consulté. Les archives sont volumineuses, comme je vous l'ai présenté, donc il y en a eu sans doute plus des plaintes qui ont été portées par les Kanaks, et à chaque fois, c'est aux environs, c'est là, à proximité de là où il y a la justice de paix. Vous voyez, à proximité de Kanala, à proximité de Bourail, et plus on s'éloigne des endroits où il y a des tribunaux, et moins des plaintes sont portées. L'appropriation de la justice coloniale, elle a aussi été faite par des colonisés EES, par des femmes Kanaks, par des femmes engagées, qui sont mères d'enfants métis ou concubines d'Européens. Dès le 22 mars 1865, une nommée Nina de la tribu de Wailou se présente devant le tribunal de paix de Nouméa, enfin Port-de-France à l'époque,
pour demander l'inscription sur les registres d'état civil de sa fille Agnès, née un mois plus tôt, de père européen. C'est pudique, on ne met pas le nom du père. Et elle a été la première des 41 femmes qui, durant les 2 années qui suivent, 65 à 67, réclament ce qu'on appelle des actes de notoriété, c'est-à-dire des reconnaissances à l'état civil de leur enfant métis. Et donc là, c'est les premières pages d'ailleurs de la justice de paix de Nouméa, et on voit s'égrener les noms de ces femmes, dont l'enfant, avec le résultat, en tout cas c'est ce qu'elles disent, d'une relation charnelle avec un Européen. Le 19 décembre 1866, on a 5 femmes de la tribu de Wagap qui déclarent la naissance de leurs enfants métis. Il y en a une qui avance le nom du père, qui s'appellerait Francisco Marian, un colon espagnol né à Manille. Et dans de nombreux cas, d'ailleurs, ce sont des enfants qui sont déjà grands et qui souhaitent régulariser leur situation par rapport aux exigences administratives du colonisateur. Par exemple, avoir un acte officiel de naissance pour pouvoir avoir un emploi dans les années donc 1860. Une seule fois, c'est en 1867, le père est présent et assume, colon Lecaille, qui est installé près de Wagap, qui vient aux côtés de sa femme Canaque, reconnaître leurs enfants qu'ils ont prénommés à la française, Louise et François. Des démarches qui sont surtout présentes dans les années 1860. On va moins les voir après, mais ça nous permet de repérer des choses intéressantes ou uniques. Par exemple, ici, Elisabeth, c'est une femme de l'île des Pins qui demande à ce qu'on lui fasse un acte de naissance, alors qu'elle n'en a pas au départ, pour pouvoir se marier avec un Européen. Et elle signe, et c'est la première trace écrite, Canaque, hommes et femmes confondus, qu'on peut avoir dans un registre de la justice. 1872 par exemple. 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, pardon, en 1914, on a l'engagé Tse Minem, vous avez le nom ici en bas à gauche, qui se présente devant le président du tribunal de paix de Nouméa pour obtenir un acte qui certifie qu'elle est bien née à Java. Alors ça, c'est uniquement sur sa bonne foi. Pourquoi? Parce qu'elle veut se marier avec un stockman qui s'appelle François Clément, avec qui elle vit en concubinage depuis 2 ans, un libéré du bagne. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ça provoque une enquête. Il y a une enquête sur la femme en question. La gendarmerie de Bourail, c'est ici, fait une enquête très serrée sur le François Clément en question. 12 pages quand même de compte rendu. On interroge tout le monde dans la ville pour voir si c'est un type de bonne moralité, s'il n'a pas rechuté, etc. Enfin voilà. Et donc, au bout de 3 mois, elle obtient quand même l'autorisation d'épouser cet homme. Donc, pour faire reconnaître une situation en fait maritale ou parentale non légitime, certaines, aux yeux de la justice, je veux dire, de la loi, certaines femmes Kanak ou engagées, finalement, elles arrivent à contourner les obstacles bureaucratiques, juridiques, linguistiques, pour essayer d'utiliser à leur profit la justice coloniale. Les dernières parties, donc sur le résident, l'interprète et le grand chef. Voilà, on va aller là du côté des îles Loyauté, dont je ne vous ai pas parlé en fait, quasiment jusque-là. Et au hasard des recherches que j'ai menées dans le cadre d'un petit ouvrage sur les archives de la Nouvelle-Calédonie, j'avais consulté, vraiment par hasard, un carton de la sous-série 25J. 25J, donc aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un fonds qui est assez volumineux et qui est constitué par les copies des dossiers de la mission catholique de Marais. Donc dans cette partie, je vais surtout vous parler de Marais. Et qui contient en fait bien plus que ça, parce que sous les mains de 2 missionnaires qui sont bien connus ici, le père Beaulieu et le père Dubois, ont été recopiés de nombreux documents qui retracent l'histoire de la colonisation des loyautés dans les années 1870 et 1880. Plusieurs chemises cartonnées, j'ai pris des photos avec le reflet de mon téléphone portable, bien sûr, plusieurs chemises cartonnées qui ont retenu mon attention, qui sont intitulées ici, vous voyez, correspondance reçue, lettres et rapports, enquêtes, toutes d'un même personnage. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, enfin je vous ai expliqué tout à l'heure qui c'était, un monsieur de Dolon, résident des îles Loyauté. Alors c'est d'une lecture pas toujours très facile, mais ces archives qui sont volumineuses nous montrent la réflexion et les actions qui sont menées par cet homme qui a comme objectif un peu ambitieux de coloniser presque à lui tout seul les îles Loyauté dans les années 1880. Qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire 200 km de mer entre Ouvéa et Marais, et à la fin du 19e siècle, environ 11 000 habitants, 11 000 Kanaks sur les îles Loyauté qui y résident, à une demi-journée de bateau au minimum de Nouméa, même s'il y a aussi des liaisons directes avec la côte Est à l'époque, Canala et Thio en particulier. Puis une complexité culturelle et politique qui est importante dans ces espaces insulaires, au moins 4 langues différentes qui sont parlées, des chefferies qui sont fortement divisées entre les protestants convertis par les teachers samoans, relayés par les pasteurs anglais. Vous en avez 2 ici, le pasteur Craig et surtout le pasteur Jones en bas à gauche, dont je vais vous reparler.
et les catholiques qui ont adhéré au dogme prêché par les missions implantées au cœur de ces îles Loyauté. Il y a une influence britannique dans les années 1880 qui se fait toujours ressentir, ne serait-ce que par l'usage d'ailleurs du terme de loyalty, hein, qui va rester en vigueur jusqu'au début du XXe siècle pour désigner cet archipel. Alors voilà, 784 lettres il a laissé quand même, hein, le résident de Dolon, ça nous fait un beau paquet d'archives, et sur ces 784 lettres qui étaient adressées en fait au gouverneur, la plupart du temps c'est ça, il rend compte au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie de ses activités, donc c'est son supérieur, donc il se met toujours en avant, il se met toujours en valeur, il est exceptionnel, il est héroïque, c'est un catholique fervent, il est là pour prêcher la mission civilisatrice telle qu'on commence à la faire à la fin du XIXe siècle. 784 lettres, dont à l'intérieur de ça, j'ai réussi à repérer, mais il y en a peut-être plus parce que c'est une écriture qui n'est pas facile, 84 affaires judiciaires qu'il a réglées en fait en dehors de tout cadre réglementaire, à quelques exceptions près. Alors, de Dolon, c'est qui ce personnage? C'est un Français, il est né en métropole, 1821, au château de Semur, dans la Sarthe. Il est marquis de la Goupillière. Et puis, il quitte la France 1851 parce qu'il est dans l'opposition royaliste au moment où il y a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il va se réfugier au Royaume-Uni, puis en Australie. On le retrouve en 1870, il est président de l'Association patriotique française, celle qui récolte de l'argent pour envoyer, pour soutenir l'effort de guerre face à la Prusse. La guerre était tellement rapide, je ne sais pas si l'argent est arrivé à temps, en 1870, mais c'est comme ça qu'on le repère. Et donc son fils unique, Gustave de Dolon, bah, c'est lui, hein, l'interprète qui est mort d'une crise cardiaque là, et qui a quitté le tribunal en pleine séance. Donc son fils, il meurt en 1874 à Nouméa, et là, bah, le père quitte Melbourne, vient s'installer à Nouméa, dans la colonie française, et il obtient, il a plus de 50 ans, il obtient l'emploi d'écrivain colonial et secrétaire de mairie. Puis belle promotion, 3 septembre 1878, c'est l'extrait du bulletin officiel que vous avez en haut à gauche ici, il est nommé résident au Loyalty. Directement, il passe de écrivain auxiliaire colonial à résident au Loyalty, probablement, alors peut-être parce qu'il a un bon réseau, mais aussi parce qu'il est parfaitement bilingue en fait, hein, comme il a vécu longtemps en Australie. Il faut nommer quelqu'un qui puisse bien manier la langue anglaise pour représenter l'administration coloniale aux Loyautés. Donc il est nommé par le gouverneur Olry. Et de Dolon, il a mis en avant sa farouche foi catholique hein, pour obtenir ce poste, et il promet de lutter contre le pasteur Jones et de l'expulser de Marais, pasteur Jones donc, qui est installé à Marais. Une guerre des religions qui a lieu aux Loyautés, qui se terminera justement en 1887 par l'expulsion du pasteur. Donc le résident, de Dolon, il va rester 10 ans aux Loyautés en fonction, c'est très long, hein. Son objectif, dans beaucoup de ses courriers, il dit « Je veux transformer les Loyaltiens en véritables Français ». Il organise des fêtes le 14 juillet, il essaye d'apprendre la Marseillaise à certains, et on est en 1880. 1880. Il est mis à la retraite en 1889, et puis après, il va s'installer à Païta, il sera conseiller général, chroniqueur à la France australe, farouche opposant au gouverneur Feillé, ce qui lui vaudra quelques petits mois de prison. Et puis il meurt en 1904, à plus de 80 ans, et il est enterré au cimetière du 4e kilomètre. Alors, donc, il avait pris sa mission un petit peu à cœur, quand on voit sa correspondance, coloniser les Loyautés, transformer les Loyaltiens en sujets français, puis en citoyens français, comme il le dit lui-même. Oui, alors ça c'est bien, mais enfin la réalité s'avère beaucoup plus complexe. Changer à lui tout seul la culture de 10 000 Kanaks au milieu desquels il vit avec son épouse, et d'une petite communauté d'Européens dont il ne parle jamais, ils ne doivent pas lui être d'un grand secours, c'est évidemment pas réaliste. De Dolon, il bricole, il s'arrange avec l'absence de moyens, il s'adapte, il essaye de comprendre les stratégies, les relations qui régissent les rapports sociopolitiques sur les îles Loyauté, qui sont différentes sur chacune d'entre elles. Et puis lui-même, sans doute, il a été l'objet de manipulations de la part des chefs et des interprètes, on va le voir, qui voient en lui quoi? Ils voient en lui un étranger, qui essaye d'imposer des lois nouvelles, qui se déclare au-dessus des chefs coutumiers, qui s'arroge le droit de punir. Au début, il n'a pas bien compris où il était, peut-être, hein, de Dolon. Dans l'une de ses premières correspondances, il raconte qu'il s'est heurté au chef Nestine, à Marais, et qu'il a dit au chef Nestine, quand on l'a présenté comme le grand chef, il a dit « Quel grand chef? Il n'y a pas de grand chef, le seul grand chef ici, c'est moi. » Bon, non. En fait, hein, ça ne s'est pas passé comme ça ensuite pour lui, mais il l'écrit. Alors après, il est un peu bravache, hein, vous voyez, il écrit au gouverneur, donc il essaye un peu de se mettre en avant, de dire qu'il est hyper courageux. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? C'est difficile à savoir. Donc l'essentiel des documents qu'on a, c'est sur l'île de Marais. Et l'île de Marais, en 1876,
il y a eu une délimitation qui a été faite par l'administration coloniale pour séparer les tribus protestantes à l'est, c'est la ligne que vous voyez qui est représentée ici. Alors ça, c'est le livre Au vent de la Grande Terre de Raymond Lénart, où il y a cette carte à l'intérieur. Et donc, il y a une ligne qui est tracée, puis retracée à nouveau par l'administration coloniale en 1876 pour séparer les protestants qu'on essaye de laisser à l'est et les catholiques à l'ouest de l'île, et pour éviter, avec interdiction de franchir cette ligne. En tout cas, ça c'est l'administration coloniale qui décrète ça. Alors le résident, de son côté, il doit veiller au respect de la loi française, à l'application de la justice, à l'exécution de certaines peines, et pour ça, il a des moyens énormes. Hein. Une bâtisse à Oué, une autre bâtisse à Tadine, qui servent de résidence pour lui, de tribunaux, mais aussi d'église de temps en temps, quand il y a besoin. Un navire, le Tarourou, avec lequel il va d'île en île. Bon, il réside en fait 10 mois à Lifou, et il passe 1 mois par an à Ouvéa et 1 mois par an à Maré. Un brigadier de gendarmerie sur chaque île, un seul brigadier de gendarmerie sur chaque île, pour le représenter, un greffier qui est aussi son secrétaire, et 2 interprètes dans chaque île, un anglophone et un francophone. Ça nous fait donc 11 personnes en fait. L'administration coloniale aux loyautés, au début des années 1880, c'est 11 personnes, dont 6 Kanaks, qui doivent servir d'interprètes. Et puis il a assez peu de ressources juridiques, c'est pas un juriste, il n'a pas fait d'études de droit, et pourtant on lui demande d'appliquer la loi française, de rendre la justice. Alors en 1882, il demande au gouverneur qu'on lui envoie une bibliothèque de droit. Il n'est pas trop gourmand, il demande 12 livres, le minimum, quoi, le code pénal, le code civil, il ne connaît pas, il n'est pas juriste. 1882, donc il aura une réponse positive en 1889. Et 3 semaines plus tard, il est renvoyé chez lui. Donc trop tard, peut-être les livres se sont croisés avec le résident, mais en tout cas, ça nous laisse penser qu'il devait rendre la justice sans moyens et même sans ouvrage, sans référence, vous voyez, sur ces îles. Donc rendre la justice, alors ça rentre pour lui aussi dans une politique globale de bras de fer avec les chefs de l'île et dans une lutte permanente contre les pasteurs protestants et en particulier donc le pasteur Jones. Alors sur les conseils d'ailleurs du pasteur Jones, avec lequel il a une correspondance soutenue, c'est-à-dire qu'ils sont en conflit, mais ils échangent beaucoup. Et sur les conseils du pasteur Jones, il a repéré, c'est pour ça que je vous ai mis le nom en gros ici, Louis Sinewami. Dans un courrier, alors Sinewami, c'est un nom bien connu à Maré, la maire actuelle de Maré est issue de cette chefferie, porte ce nom, Marilyn Sinewami. Et dans un courrier au gouverneur du 14 février 1879, il décrit Louis Sinewami comme, je cite, un protestant, parlant et écrivant le français et l'anglais, très intelligent, ayant une influence certaine dans l'île et dont le concours me sera très utile. Donc il le recrute comme interprète. Et Louis Sinewami va recevoir 50 francs mensuels. Il va avoir le droit d'occuper la maison du résident quand le résident n'est pas à Maré, avec son épouse. Maison qui a été construite sur le terrain du chef Nesline, à côté de la grande case du chef. Ça nous montre aussi la proximité qu'il va y avoir, la surveillance qu'il va y avoir entre ces deux pouvoirs. Donc juste à côté de la grande case, et pourra utiliser aussi les chevaux mis à disposition par l'administration coloniale. Ça fait de lui une sorte d'intermédiaire, si vous voulez, ça semble assez valorisant pour lui. Il est issu d'une grande chefferie du nord de l'île, et il vient résider aux côtés du grand chef du sud à Tadine. Alors il est affilié à ce grand chef, puisqu'il est issu d'une alliance avec les Nesline, donc il est le neveu aussi du grand chef Nesline, et il est protestant. Il a été d'ailleurs, c'est un de mes collègues qui s'appelle Eddie Wadrawan qui m'a dit ça, qui est originaire de Maré, m'a dit qu'il avait été aussi remarqué quand il était jeune à l'école de Roe par le pasteur Jones, et il a été le premier Kanak à être envoyé étudier à Londres sur la recommandation du pasteur Jones. Donc voilà Louis Sinewami, intermédiaire entre les tribus de l'île, entre les deux religions, entre colonisateurs et colonisés, entre anglophones et francophones. Un personnage un peu ambigu qui va souvent d'ailleurs profiter de sa situation pour, par exemple, déplacer les poteaux de délimitation de manière à ce que les limites de sa chefferie à lui soient agrandies, tout en donnant des mauvaises traductions lors des procès qui peuvent incriminer des gens qui sont originaires de sa chefferie. Alors la première grande affaire dont le résident s'occupe, c'est une bagarre qui a éclaté au sein de la chefferie de Kourine. Kourine, c'est juste dans le sud-est ici de l'île de Maré. C'est la dernière tribu avant Chapadran en fait. Et on a ici le compte-rendu, enfin le début du compte-rendu justement de l'enquête de De Dolon. Ils se rend à la chefferie de Kourine en juin 1879, où il y a une bagarre qui a éclaté. Et pour reconstituer les faits, il se rend sur place, il interroge une douzaine d'habitants. Alors, on a les interrogatoires et les réponses. Par exemple, un nommé Wat Choi Man lui explique que l'origine de la bagarre, c'était un adultère,
commis par une femme de la tribu, qui ensuite, en représailles, a été violée par 2 membres de la famille du mari trompé. L'amant est venu se battre avec les 2 hommes quelques jours plus tard, et puis l'affaire dégénère en règlement de compte général entre les 2 chefferies concernées, Kourine et Tiréti. Le chef de la tribu de Tiréti, un nommé Djello, revendique la conduite de l'expédition. Et puis, les interrogatoires durent 3 jours. Les traductions sont assurées par Louis Sinewami, et ces traductions font ressortir de vieilles disputes foncières. Une vengeance à propos de jeunes qui auraient été astiqués, sévèrement molestés auparavant. Et puis, de vieilles rancunes entre catholiques et protestants. Il y a un nommé Wasukia qui témoigne, qui dit qu'il a construit l'église de Penelo, que les protestants de Djello sont venus incendier. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes à noter. Un nommé Guanguier qui dit « Je ne jure pas devant le résident, car j'appartiens au poteau central de la chefferie, et je n'ai donc à me soumettre à aucune autre autorité. » Ayéné, pour sa part, tente de retracer l'histoire des guerres internes à Marais, qu'il date des années 1840, c'est un vieux de la tribu, et de l'arrivée des pasteurs, où Watissa rappelle que quand même à l'origine il y avait une volonté de mainmise sur les cocotiers. Alors au total, il y a 11 canals qui sont interrogés par de Dolon, et la religion prend finalement une grande place dans les dépositions. On n'était pas parti sur ça au départ. Le résident, il présente la Bible à embrasser d'ailleurs par chacun. Il y en a 2 qui refusent et qui disent « Moi je suis ni catholique ni protestant, je crois seulement qu'il y a un Dieu ». Et dans son témoignage, le principal accusé, qui est Djello, prend le temps de détailler les méandres des successions de chefferies et de revendications foncières qui rendent les relations conflictuelles. Alors finalement, l'adultère a été un prétexte, sexualité extra-conjugale, religion, ressources alimentaires, vengeance, mémoire des clans. Voilà, dans cette affaire-là, en quelques pages, on a un panorama presque complet des causes de conflit. Pour trancher, Dolon décide de demander l'avis du grand chef Nestlin. Donc il est reçu par le grand chef le 26 juin 1879 et ils conviennent ensemble, par l'intermédiaire de l'interprète Sinewami, que Djello n'aurait pas dû pousser ses hommes à attaquer la tribu de Penelo. Et le grand chef de Marais, le grand chef Nestlin, donne son accord aux résidents français pour que le petit chef soit exilé plusieurs années à l'île des Pins. Voilà comment ça se passe sur l'île de Marais dans les années 1880. Ce n'est pas une affaire isolée, parce qu'après ça, de Dolon, il règle 22 affaires en un mois. Il est là qu'un mois, il fait ça à la chaîne, il règle des affaires judiciaires tous les jours, depuis sa résidence de Tadine. Et on voit dans les comptes rendus qu'il siège aux côtés de Nestlin et que l'interprète Louis Sinewami officie pour les traductions. Et là, on a un nombre de sujets très différents qui passent sous le jugement des 2 hommes. Des affaires de vol qui opposent les catholiques et les protestants à Penelo. La validité ou pas des mariages qui ont suivi la coutume kanak, est-ce qu'ils sont valides devant l'état civil français? Un soupçon de blackbirding par 3 Maréens à l'encontre d'habitants de l'île d'Anatome. La plainte d'un engagé de Marais non payé, ça c'est assez fréquent. La condamnation d'un commerçant anglais qui a enlevé une femme mariée, en menaçant le mari avec des armes. L'incendie du temple de Wakat à Ouvéa, dont la cause est jugée urgente, et qui est porté au résident alors qu'il est à Marais. Un achat impayé, plusieurs bagarres. Et les sanctions, ce sont des jours de prison, des amendes, qui sont prononcées d'un commun accord entre les représentants des 2 autorités en présence, la tutelle coloniale et la justice coutumière. Alors que pouvaient bien penser les autochtones de Marais, jugés entre guillemets par le représentant de l'administration française, quand, en guise de procès, il les recevait dans une maison construite sur le terrain du principal chef de l'île, en présence du chef, qui avait fait procéder aux arrestations d'ailleurs par ses propres hommes. Un Européen qui ne pouvait comprendre les uns et les autres que par l'intermédiaire d'un interprète, lui-même issu d'une grande chefferie, et qui prononçait à sa place en fait les sentences. La présence d'un gendarme, elle peut être que supposée, mais en tout cas elle n'est jamais mentionnée. Et les sanctions prononcées, amendes, travaux d'intérêt public, exil, sont pas celles de la justice coutumière en fait, c'est plutôt celles de la justice française. On voit qu'il y a un entremêlement entre les 2 ici. En fait, la Nouvelle-Calédonie, certes, c'est globalement une colonie de peuplement, d'exploitation gérée de manière directe, mais il y a des formes de colonisation très différenciées selon les endroits, et particulièrement entre la Grande Terre et les loyautés. On voit qu'on est plutôt dans une gestion à l'anglaise, en fait, ce qu'on appelle l'indirect rule, la gestion indirecte, où il y a des responsabilités importantes qui sont confiées aux chefs, aux autochtones, et en ça, c'est un peu la même gestion que le Nigeria, la Gambie, l'Afrique du Sud ou le Ghana, par exemple. Bien sûr, de Dolon, lui, il avoue jamais ça. Il se présente toujours comme quelqu'un, un missionnaire en fait, de la colonisation. Il se présente traversant à cheval l'île de Marais, allant dans des tribus où il dit « je vais dans les antres de brigands ». Il lui arrive jamais rien, mais je vais dans les antres de brigands. Et puis il fait des enquêtes, alors je passe les détails parce qu'il commence à être tard, mais il fait des enquêtes lui-même où il tient le rôle de gendarme, de juge, de médecin et même de prêtre.
de gendarmes parce qu'il fait l'enquête, de juges parce que c'est lui qui décide, de médecins parce que, par exemple, lorsqu'il va dans la tribu de Médou, où il y a des accusations d'avoir frappé avec des casse-têtes, les deux hommes qui accusent, il les fait venir, et je cite, « Je les ai palpés avec le plus grand soin. Pas une éraflure, aucune grosseur entre cuir et chair. » C'est précis. Nulle sensibilité, aucune marque visible, pas d'enflure. Je dis à ces hommes, vous mentez. Ils balbutient, se troublent, finissent par dire avoir vu un casse-tête levé. La peur nous a fait fermer les yeux. Et prêtre, parce qu'après, souvent, il fait un bon sermon. Hein, il fait un bon sermon quand il y a eu des mensonges, pas bien de mentir, etc. Bon. Et il est content de ça et il le rapporte ensuite au gouverneur. Mais ce qu'on voit, c'est que très souvent, les décisions de justice, elles ont été rendues en collaboration avec le grand chef Nestlin, quand elles se passent notamment dans le sud. Alors, pour finir, le résident, il connaît les limites de ses compétences. Il va les expliquer à la malheureuse femme Coulis, le 24 mai 1880, qui se présente à lui dans sa maison de Tadine. Alors là, je cite la procédure. La femme Coulis se plaint d'avoir été battue par son mari d'une manière si brutale que sa vie a été en danger. Ceci se passait en février dernier. Elle habite maintenant avec son frère Mébouette. Déposition. Mon mari est venu me chercher, j'ai refusé de le suivre, je crains pour ma vie. Question. Pour quelle cause votre mari vous a-t-il battu? Réponse. Parce que j'ai été voir une sœur qui était malade, je lui ai amené des présents, mais je n'ai pas voulu recevoir des présents en échange, ce qui a exaspéré mon mari. Et puis je refusais d'avoir des rapports sexuels avec mon mari, je suis trop vieille, ma conduite n'a jamais donné le droit à mon mari d'être jaloux. Conclusion du résident, voyez avec votre chef Nestlin qui vous protégera. Toutes les disputes de la vie privée entre les Kanaks doivent être réglées par les chefs. L'ordre public à l'administrateur français, l'ordre privé à la coutume kanak, ça c'est un fil conducteur auquel de Dolon il va se tenir avec rigueur au cours de la décennie 1880, pendant laquelle il exerce aussi loyauté. Quand il est renvoyé, enfin quand il est mis à la retraite en 1889, parce qu'il a 68 ans hein, à ce moment-là, quand il est mis à la retraite en 1889, lui sa grande victoire c'est que 2 ans avant il est arrivé à faire expulser le pasteur Jones. C'est ça. Je vous en ai pas beaucoup parlé parce que c'est pas le sujet, mais c'était ça sa principale préoccupation. Il a fait expulser le pasteur. Par contre, le pouvoir de la famille Nestlin ne paraît pas du tout amoindri. Les querelles entre chefferies de confessions différentes se poursuivent. La ligne de démarcation que je vous ai montrée tout à l'heure, qui délimite l'île en son centre, est régulièrement franchie de part et d'autre. En fait, pas de mine, pas de bagne, une exploitation du santal qui à ce moment-là est interdite. Aux loyautés, ce ne sont pas les terres qui intéressent la puissance coloniale, on le sait, mais plutôt les hommes qui sont réquisitionnés par centaines chaque année pendant des décennies pour aller travailler dans les champs, les commerces, sur les navires, dans les mines, ou comme domestiques sur la Grande Terre ou en Australie, comme le raconte d'ailleurs Jerry Delattre dans son roman qui est sorti tout récemment. Alors, en conclusion, en Nouvelle-Calédonie, la colonisation, elle a été rapide, on l'a vu, violente. Les institutions françaises se sont installées en moins de 30 ans, avec la volonté, on l'aura compris, d'effacer, d'écraser les coutumes, contrairement à ce qui se passe dans d'autres territoires, tout en discriminant tous les non-européens. Ici, la très lointaine France, elle a paru pressée d'établir sa domination face à la pression britannique, de se défaire de ces criminels et de rentabiliser cet investissement par l'activité minière. Face à cette politique brutale, les hommes et les femmes qui sont jetés au milieu de la tourmente coloniale, quelles que soient leurs origines, ils s'adaptent au mieux, tentent de comprendre dans leur quotidien. Et l'angle de vue que je vous ai proposé ce soir sur l'histoire coloniale, qui est un petit angle de vue, c'est une fenêtre parmi d'autres, sur l'histoire coloniale, permet de comprendre en fait la réciprocité des regards qui sont portés par les habitants de la colonie sur la justice coloniale. Dans des archives qui, vous l'aurez vu, même si les proportions ne correspondent pas à la population, qui n'effacent personne. On trouve tout le monde en fait dans ces archives judiciaires. C'est pour ça que je travaille dessus, parce que finalement, on trouve tout le monde face à la justice coloniale. Et les tribunaux coloniaux, c'est un haut lieu de diversité linguistique, d'incompréhension culturelle, mais aussi, on l'a constaté, d'efforts tentés pour surmonter ces obstacles. Donc face à la diversité, face aux coutumes, face au pouvoir des chefs locaux, face aux moyens limités dont ils disposent, les juges régulent leurs pratiques, ou bien les représentants de l'administration coloniale, comme de Dolon, régulent leurs pratiques, mais sans qu'il y ait une illusion d'égalité qui apparaisse. On est au cœur d'une institution dont l'un des objectifs, la justice, dont l'un des objectifs, c'est évidemment de contribuer à l'établissement et au maintien de l'ordre colonial. Je vous remercie.